Bonjour à tous. Merci de me permettre de venir parmi vous aujourd'hui. Et puis, désolée pour cette petite modification du programme. C'est vrai qu'avec ma collègue Julie Douag, qui travaille avec moi au CMRR de Rouen, nous sommes aperçus que nous étions toutes les deux prématurées et qu'il était possible que, malgré notre très bonne adaptabilité, nous avions gardé quelques séquelles visio-spatiales en termes d'organisation de l'espace et d'orientation. Donc, je voulais quand même vous parler ce matin ou illustrer l'importance toujours de faire des liens entre la génétique et le suivi clinique des patients, à la fois toujours pour mieux comprendre la génétique des maladies rares, mais aussi pour pouvoir personnaliser les traitements. Alors, notre histoire commence avec l'histoire de Mademoiselle M, qui a 18 ans quand elle est hospitalisée dans notre service à Rouen. Donc, Mademoiselle M présente un retard de développement psychomoteur dans l'anamnèse avec une marche à 22 mois, un retard du langage marqué par des stéréotypies, des écholalies, mais aussi une agitation avec des troubles du sommeil et des particularités digestives avec des reflux gastro-œsophagiens et un méricisme. Mademoiselle M est prise en charge en IME depuis ses 6 ans. Elle a un diagnostic de TSA et de déficience intellectuelle. Il est rapporté dans son histoire qu'il y a une aggravation des troubles du comportement à partir de 11 ans, avec une agressivité dirigée envers sa famille. Et c'est à ce moment qu'il a introduit un traitement neuroleptique par risperidone. À 16 ans, elle est bien suivie par le psychiatre de son IME, qui porte le diagnostic d'épisode catatonique, qui est marqué par surtout un négativisme, une catalepsie et des troubles de la déglutition, probablement dans un contexte de tristesse de l'humeur, parce qu'il est noté qu'elle se désintéresse progressivement de toutes les activités qui habituellement lui faisaient plaisir. Il introduit un traitement antidépresseur par myocérine, avec une réponse au traitement et une régression des éléments catatoniques. À 18 ans, elle fait un nouvel épisode de catalepsie et de négativisme, cette fois-ci beaucoup plus marqué, associé à une protrusion de la langue et une hyperthermie. Il y a une suspicion de syndrome malin des neuroleptiques et les neuroleptiques sont tout de suite arrêtés et elle est transférée en neurologie. Quand elle arrive en psychiatrie, le tableau n'a pas énormément évolué. Elle présente toujours une agitation très fluctuante, une rigidité extrapyramidale associée à une hyperthermie tout le temps toujours à 39 et des manifestations neurovégétatives à type d'instabilité tensionnelle ou de sueur. Les CPK sont toujours très augmentés après une diminution initiale. Ils sont toujours à plus de 20 000 avec une hyperleucocytose. Donc, quand elle arrive dans le service, le diagnostic est aussi compatible avec une catatonie maligne et la temporalité moins en faveur d'un syndrome malin des neuroleptiques. Toujours est-il qu'on fait un test au Temesta à partir de 9h du matin, un test au lorazépam à raison de 1 mg par heure. Au début intranasal, parce que Mademoiselle M ne bouge pas de son lit, elle ne s'alimente pas, elle ne parle plus, elle ne s'hydrate plus. Heure par heure, 20h le soir, en fait, on commence à obtenir, elle commence à s'endormir et on observe une réponse partielle avec une levée. Elle peut maintenant s'hydrater un petit peu. Elle exprime quelques ordres simples, enfin quelques besoins, ce qui n'était pas arrivé finalement depuis quelques jours, voire quelques semaines. Et une réponse plutôt globalement satisfaisante sous sertraline. À 19 ans, on observe un nouvel épisode de fluctuation de l'humeur, cette fois-ci avec agitation, exaltation, troubles du sommeil sans fatigue. On porte à ce moment-là un diagnostic d'état maniaque et introduit des sels de lithium avec une très bonne réponse au traitement. Malheureusement, à 22 ans, il y a un épisode de surdosage en lithium dans un contexte de déshydratation et mademoiselle garde des séquelles avec une insuffisance rénale. Quelque temps après, avec les progrès de la génétique, on identifie une mutation, une délétion sur le gène SHANK3 sur les analyses génétiques qui avaient déjà été initiées 5 ans auparavant. À 27 ans, quelques années plus tard, l'équipe de proximité qui la prend en charge remet en question le lithium devant la présence de l'insuffisance rénale chronique et arrête le lithium.
presque immédiatement ou quelques semaines après, suivent en fait de nouveau un épisode de régression avec des éléments de catatonie et elle doit être réhospitalisée malgré plusieurs tentatives de traitement. C'est à ce moment-là que la famille en fait ressollicite le professeur Guillain et lui demande d'intervenir un petit peu et la reprendre dans le service et réintroduire les sels de lithium. Donc, s'ensuit un petit peu des mécontentements de l'équipe de proximité. Et puis, finalement, on demande une concertation pluridisciplinaire avec la néphrologue, l'équipe de proximité, la famille. Et puis, tout le monde réfléchit. On prend l'avis des néphrologues qui disent que, finalement, oui, il y a l'insuffisance rénale, mais le traitement par lithium semble une extrême nécessité. Et il est décidé, tous ensemble, de maintenir le traitement par Théralyte, surtout pour préserver sa qualité de vie et éviter les réhospitalisations. Donc, vous l'avez compris, cette jeune fille, elle présente un syndrome de Phelan-McDermid qui est lié à une perte de la région 22q13.3, souvent en raison d'une délétion simple ou une translocation, qui implique le gène SHANK3. Alors, le gène SHANK3, il code pour une protéine de structure synaptique qui va être essentielle pour la fonction synaptique. Dans le syndrome de Phelan-McDermid, les personnes présentent souvent un retard global de développement avec une absence de langage ou un retard sévère, une déficience intellectuelle associée, un syndrome autistique. On peut retrouver également une hypotonie néonatale, mais souvent avec une croissance normale ou même accélérée, et une légère dysmorphie qui est très hétérogène, qui explique probablement que ce syndrome est sous-diagnostiqué. Et chez 10 à 25% des patients, on retrouve un reflux gastro-intestinal, des anomalies cardiaques, des anomalies rénales ou un lymphodème ou des troubles de la vision. À l'adolescence, dans les quelques cas cliniques qui ressortent de la littérature, on observe souvent une régression et des pertes de compétences qui ont été préalablement acquises, avec l'occurrence de troubles psychiatriques, souvent comme la catatonie ou un trouble bipolaire atypique ou d'autres symptômes affectifs. Céléré et collaborateurs ont été les premiers à publier 2 cas cliniques de patients présentant une mutation de SHANK3 associée à un TSA et pour lequel ils ont présenté des éléments catatoniques avec une aggravation, comme on peut le voir sur le diagramme, de leur état clinique. Donc, c'est ce qu'on peut voir en bleu avec la courbe en fait, de la CGI. Et amélioration en fait, qui va être obtenue avec quelques thérapeutiques, mais sans effet permanent, et une réapparition en fait, des éléments catatoniques assez rapidement. Et dans ces cas cliniques, seul le Théralyte, en fait, le lithium, permet vraiment un amendement des éléments catatoniques et surtout un maintien, une stabilité dans le temps. Donc, ces auteurs et d'autres sont interrogés entre le lien entre lithium et mutation SHANK3. Alors, ils ont formulé l'hypothèse de forme atypique de troubles bipolaires chez ces patients TSA avec mutation SHANK3. D'autres auteurs aussi ont évoqué le rôle du lithium dans la modulation synaptique avec un effet possiblement neuroprotecteur dans les troubles neurovégétatifs. C'est notamment un article de Pérez-Martinez. Et d'autres auteurs encore ont évoqué le lithium comme une thérapie de secours dans les shankopathies avec une restauration partielle de la fonction synaptique et des circuits neuronaux. Et encore plus récemment, une équipe allemande, en fait, ce qui a permis vraiment de faire des avancées en fait, dans la compréhension entre le lien entre le lithium et la mutation SHANK3. Donc, dans cette étude qui a été publiée dans Molecular Psychiatry il y a quelques mois, ils ont analysé par séquençage de l'ARN des cellules hippocampiques de souris mutées pour SHANK3 et pour identifier vraiment les différences d'expression génique avec et sans traitement par lithium. Les résultats ont été confirmés in vivo par des souris mutées SHANK3 et ils ont pu constater à la fois des altérations des programmes transcriptionnels liés à la matrice extracellulaire et au cycle cellulaire, avec une sous-expression de protéines de la famille des collagènes et du cycle cellulaire et une sous-expression ou une hypophosphorylation des facteurs de transcription.
et avec surtout un effet rescue, un effet de restauration du lithium sur l'expression des gènes de la matrice extracellulaire et du cycle cellulaire, via notamment en fait une restauration de l'expression des facteurs de transcription CREB1 et de la bêta-caténine. Ils ont fait aussi cette hypothèse qu'effectivement l'implication sur le cycle cellulaire et le cytosquelette pouvait contribuer à des modifications de la fonction neuronale. Ainsi, l'implication du dysfonctionnement de la matrice extracellulaire et du cycle cellulaire pourrait être à l'origine de la physiopathologie de la mutation SHANK3, avec cet effet particulier du lithium qui agirait comme un régulateur des voies transcriptionnelles, impliqué dans la signalisation synaptique, et avec une restauration partielle de la fonction cellulaire. Et devant la pertinence, en fait, de ces résultats, il y a des études de phase 3, enfin une étude de phase 3 qui est actuellement en cours depuis 2002, qui teste l'efficacité du lithium versus placebo dans les symptômes du syndrome de Phelan-McDermid. Et dont on espère très bientôt les résultats, d'ici peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans. Je vous remercie.